Je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci au Cancéropole de nous permettre d'animer, de discuter du rôle du microbiote dans la carcinogénèse et dans le cancer en général. Je suis le docteur Nicolas Bénèche, je suis maître de conférence à l'Université Lyon 1, gastro-entérologue, et je m'intéresse au microbiote depuis de nombreuses années dans des différents axes de recherche translationnelle, notamment en cancérologie. Et j'ai la chance d'avoir un panel d'experts assez varié qui va nous permettre de couvrir tous les domaines qui sont touchés en cancérologie dans les interactions avec le microbiote, avec le docteur Thomas Sorenzo à ma gauche, qui est PDG et cofondateur de Pelican Health. Bonjour. Le professeur Mathilde Bonnet, professeur des universités en biologie cellulaire à Clermont-Ferrand à l'unité M2ISH. Bonjour. Le docteur Dalil Hanani, chargé de recherche au CNRS et secrétaire général de la Société française d'immunologie à la faculté de médecine de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Madame Romane Béraud, diététicienne et coordinatrice du parcours après-cancer à la Ligue contre le cancer. Bonjour. Et Madame Docteur Émilie Plantamura, directrice médicale adjointe de MAD Pharma à Lyon. Bonjour. MAD Pharma, vous nous parlerez chacun de vos fonctions et de vos structures respectives. Donc, l'idée de cette table ronde, c'est que c'est un temps d'échange ouvert où vous avez tout à fait la parole à tout moment pour poser des questions à nos experts, pour développer certains axes qui vous semblent intéressants. Je vous donne un petit peu le plan de cette table ronde pour structurer un peu les débats, parce que microbiote et cancer, c'est vraiment très large. On peut en parler pendant 5 heures ou pendant 10 minutes. Ça dépend vraiment de la manière et la profondeur qu'on veut appliquer au sujet. Mais l'idée, et c'est le message clé de cette table ronde, c'est que aujourd'hui, on sait que le microbiote, c'est un cofacteur dans la prise en charge, dans la carcinogénèse, dans la réponse au traitement, qui joue un rôle donc en cancérologie dans toutes les étapes du processus cancéreux, du développement tumoral à l'invasion tissulaire et à la réponse tumorale. Donc on va essayer de développer un peu ces différentes étapes avec les questions précises qui y réfèrent. Donc je commence tout de suite avec une question pour le professeur Bonnet. Comment, en quelques mots, vous pourriez nous dire comment pour vous le microbiote est impliqué dans le processus de carcinogénèse, notamment dans la carcinogénèse colique que vous connaissez mieux, que vous connaissez très bien, et potentiellement aussi dans d'autres types de cancers. Alors, merci aussi pour l'invitation. Donc moi, je travaille dans une unité INSERM, donc on va dire que je suis sur des aspects plus en amont et de recherche sur le microbiote en oncologie. Alors, donc déjà, quand on dit le microbiote, on a commencé à travailler sur le microbiote intestinal et puis maintenant on s'intéresse dans le monde à plein d'autres microbiotes. Donc nous, au laboratoire, on travaille plus sur le microbiote intestinal. Alors avant de commencer sur ce qu'on fait et puis répondre à la question de Nicolas, le microbiote, en fait, on sait depuis longtemps que certains micro-organismes peuvent jouer un rôle dans les pathologies cancéreuses. Donc, si je prends l'exemple du virus Epstein-Barr, le papillomavirus, le virus de l'hépatite B, donc beaucoup de virus. Et puis, si on s'intéresse au tractus digestif, il y a Helicobacter pylori et le cancer de l'estomac, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont connues depuis assez longtemps. Et puis, avec l'intérêt que les chercheurs et les cliniciens ont porté au microbiote, et tout d'abord, les chercheurs sont intéressés au microbiote intestinal, parce que, par exemple, dans le côlon, c'est là qu'il y a beaucoup de microbiote. Alors, on en parlera sûrement, mais dans les études, quand on parle de microbiote et cancer, jusqu'à maintenant, dans ce microbiote, c'est beaucoup la composante bactérienne qui a été étudiée. Mais il faut savoir aussi que ce microbiote, c'est aussi des virus, des champignons, etc. Et donc, on ne connaît encore pas tout. On a maintenant de bonnes preuves que ce microbiote joue un rôle dans les pathologies cancéreuses. Et donc, les premières données sur le rôle du microbiote intestinal et le cancer, c'était au niveau du cancer du côlon, puisque c'est là que dans cet organe-là qu'il y a le plus de micro-organismes quand on prend tout le tractus digestif.
Pour démontrer le rôle du microbiote intestinal dans la carcinogénèse colique, on a eu affaire à différents freins. Ça fait à peu près 20 ans qu'on travaille là-dessus au laboratoire. Et en fait, le frein principal dans l'association du microbiote intestinal dans le cancer du côlon, on n'est pas comme la situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un virus et un cancer. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de nos recherches que ce n'est pas forcément un seul micro-organisme qui va jouer un rôle, mais c'est plutôt une association de micro-organismes et avec l'hôte et avec la susceptibilité de l'hôte. Ce qui fait que des facteurs nutritionnels vont intervenir, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, en plus de ce microbiote. Donc c'est pour ça qu'on a eu un petit peu plus de mal à démontrer le rôle de ce microbiote intestinal dans le cancer du côlon. Donc maintenant, c'est relativement bien établi et on a mis en évidence que certaines bactéries pouvaient jouer un rôle à des étapes précoces. Donc ces bactéries, on les appelle des drivers. Et puis certaines bactéries peuvent jouer un rôle plutôt à des stades tardifs. Et là, dans ces cas-là, on les appelle passengers. Ouais. Donc, ces différentes bactéries vont pouvoir agir à différentes étapes et on pourra peut-être, et ça je laisserai d'autres intervenants en parler, cibler ces bactéries, soit pour prévenir, soit pour mieux guérir le cancer du côlon. Alors, ce qu'on a observé aussi, c'est que, et c'était un frein aussi pour démontrer que ces micro-organismes pouvaient jouer un rôle, c'est qu'évidemment, quand au laboratoire, nous, on travaille sur une bactérie particulière qui s'appelle les COPEC, c'est une sorte d'Escherichia coli. Et en fait, évidemment, cette Escherichia coli, on ne la retrouve pas chez 100% des patients atteints de cancer du côlon. On dit, si ce n'est pas 100%, ça ne joue pas de rôle. Vous êtes sûr que ça joue un rôle parce que ce n'est pas chez tous les patients. Et en fait, on se rend compte aussi qu'avec ce microbiote intestinal, il y a une hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a une dérégulation de ce microbiote intestinal chez pratiquement tous les patients atteints de cancer du côlon. Mais par contre, les dysbioses, les signatures, ne sont pas les mêmes chez tous les patients. C'est un peu comme la génétique de la tumeur, où on voit qu'elle n'est pas la même chez tous les patients. On a exactement la même chose avec le microbiote. Donc, on se retrouve avec des choses très, très hétérogènes. Et donc, voilà. Donc, on est maintenant, quand on parle de microbiote intestinal et cancer du côlon, maintenant, on sait que ça joue un rôle. Mais on a encore plein de mécanismes à découvrir. Et je vous donne juste l'exemple de la bactérie sur laquelle on travaille. Mais on se rend compte que notre bactérie, entre guillemets, notre colis, si on la met sur des cellules sans autres bactéries ou sans autres microbiotes, elle n'est pas procarcinogène. Donc là, dans les dernières données qu'on a au laboratoire, donc c'est plutôt des données pour l'instant chez la souris, mais on a aussi des données chez les patients, on se rend compte que cette bactérie, par exemple dans une souris qui est dépourvue de micro-organismes et de microbiote intestinal, cette bactérie, elle ne va pas être procarcinogène. Donc il faut qu'elle soit associée à d'autres micro-organismes. Donc il faut qu'on travaille sur le dialogue entre tout le microbiote et l'hôte aussi. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que nos travaux de recherche montrent vraiment, maintenant c'est établi que le microbiote intestinal va jouer un rôle dans la carcinogénèse colique, mais on a encore des mécanismes et encore plein de questions et plein de travail. Et par contre, et pour passer la parole à d'autres intervenants, ces dysbioses, même si on ne comprend pas encore comment tout fonctionne, on se rend compte que ces dysbioses et ces marqueurs microbiens peuvent être des biomarqueurs intéressants dans la prédiction des réponses au traitement. Et là, quand on regarde le microbiote, comme le microbiote intestinal joue un rôle sur la maturation du système immunitaire, et là du coup Dalil pourra en parler mieux que moi, on se rend compte que ce microbiote intestinal peut être un biomarqueur de la réponse au traitement, pas uniquement dans le cancer du côlon, mais dans plein d'autres pathologies cancéreuses. Et les premières données sur microbiote intestinal et réponse au traitement ont été publiées en clinique sur le mélanome, par exemple, donc à distance là, de ce microbiote intestinal. Donc, quand on parle
parle du microbiote en oncologie, on ne parle pas juste du microbiote intestinal et de cancer du côlon, mais on ouvre de plus en plus de portes sur les microbiotes et les différentes pathologies cancéreuses. Donc voilà, donc on avance et on a encore pas mal de travail. Voilà, après je ne sais pas, je vais laisser très la bien, parole je à pense d'autres. que le message clé, c'est que c'est un écosystème complexe avec des cofacteurs qui sont des cofacteurs liés à la tumeur, liés à l'hôte et liés aux différents micro-organismes, et que cet écosystème, il est dynamique. Tu parlais de driver, de passenger, et que cette notion de temporalité est aussi importante et explique beaucoup l'hétérogénéité des données qu'on peut avoir en clinique sur des signatures qui peuvent parfois être difficiles à rassembler. Juste pour avoir des idées très claires en termes de mécanismes pro-tumoral, quels sont ceux qu'on pourrait citer en exemple? C'est quoi? C'est une génotoxicité directe? C'est un caractère pro-inflammatoire? Quels sont les mécanismes cellulaires et moléculaires qu'on pourrait citer? Alors, il y a plusieurs mécanismes moléculaires qui sont on va dire, un peu différent selon le type de bactéries sur lesquelles on travaille. Ce qui est sûr, c'est qu'un environnement pro-inflammatoire est important. Pas forcément une inflammation très prononcée, c'est plutôt de la micro-inflammation. Après, il y a certaines bactéries, donc comme les colis sur lesquels on travaille, mais aussi Bacteroides fragilis, qui ont des toxines. Donc, selon les types de toxines bactériennes, on va avoir des mécanismes différents. Donc, nous, c'est plutôt une bactérie qui va faire de la génotoxicité. Donc, maintenant, c'est démontré. Donc, la toxine sur laquelle on travaille, c'est la colibactine. Elle fait des dommages de l'ADN. Comme tu disais tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est de savoir si ça joue un rôle aux étapes très, très précoces. Donc, en fait, ce qui a été fait, donc nous, on a isolé des souches bactériennes chez des patients. Et on les a envoyés chez un chercheur spécialiste aux Pays-Bas des organoïdes, donc plutôt des modèles vraiment précoces de la pathologie. Et en fait, il a mis nos isolats cliniques sur ces organoïdes. Et en fait, il a vu que nos bactéries induisaient des mutations, et notamment les mutations initiatrices qu'on retrouve chez la plupart des patients atteints de cancer. Donc voilà, donc la génotoxicité, ça peut jouer un rôle dans certains cas. L'inflammation, on a aussi beaucoup de données sur les différents types de bactéries où ces bactéries infectent les cellules épithéliales, puis ça a eu des conséquences sur le micro-environnement et les cellules immunitaires. Donc on voit que certaines bactéries peuvent induire, plutôt que d'induire une inflammation justement très forte qui serait vue par l'organisme. Là, l'idée d'un pathogène, comme tu l'as dit, c'est un écosystème. Donc l'idée de la bactérie qui voudrait développer une tumeur, donc il faut que ça se développe sur plusieurs années. Donc si la bactérie, elle infecte l'hôte et puis que ça fait une inflammation aiguë, etc., finalement, l'hôte va se défendre et l'éliminer. Donc en fait, les bactéries procarcinogènes ou même les micro-organismes procarcinogènes, va falloir qu'ils aillent chez l'hôte, qui transforment l'hôte, mais sans qu'il y ait tellement de réaction au départ. Et donc en fait, ce qu'on voit sur les mécanismes, c'est que les bactéries, en tout cas celles sur lesquelles on travaille, mais d'autres aussi, induiraient plutôt une immunité, baisserait un peu l'immunité pour que justement l'hôte, les cellules transformées puissent rester chez l'hôte et pas être éliminées. Donc voilà, donc on a une balance comme ça alors on n'a pas encore étudié toutes les populations immunitaires de la lamina propria, etc. Parce que voilà, donc on travaille aussi avec, quand on travaille en interaction hôte pathogène, il faut s'associer avec des immunologistes, des cliniciens, etc. Et ça, c'est donné sur le micro-environnement au niveau de la tumeur, mais au niveau de la muqueuse normale. On l'a vu chez des souris, mais on a aussi confirmé ça sur des prélèvements qu'on a obtenus de collections de patients. Donc voilà, donc il y a ce genre de mécanisme. Donc, mais il n'y a pas un seul mécanisme, en fait.
Dans ce que tu décris, on voit un peu cette idée de causalité circulaire, c'est-à-dire qu'il y a un driver au début de la carcinogénèse qui peut être microbiologique, qui peut être génétique ou environnemental, et finalement, ça crée une niche qui va favoriser la prolifération de bactéries qui vont elles-mêmes amplifier ce processus de transformation. Et ça, en dehors du cancer, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans les interactions hôte-microbiote, cette idée que finalement, quelle est la poule, quel est l'œuf, c'est pas trop la question, parce que quand les patients arrivent, ils sont déjà dans un état stabilisé de développement tumoral, mais c'est qu'une fois qu'on est à ce développement-là, la niche écologique qui est construite, c'est construite avec des pathogènes et des bactéries qui vont amplifier le développement tumoral. Et cette idée-là de boucle amplificatrice, c'est ce que je comprends aussi de cette idée de génotoxicité chronique évolutive avec la niche, avec le développement tumoral. Oui, puis juste pour rebondir sur ce que tu as dit, donc, les dysbioses, les modifications de microbiote intestinal, on est parti de la situation pathologique, donc de prélèvement, donc plutôt à des stades tardifs de la maladie, quand le patient se fait opérer. Et en fait, on n'est pas complètement sûr. Peut-être que certains micro-organismes ont joué un rôle aux étapes précoces, et puis ces micro-organismes sont plus nécessaires après dans la suite de la pathologie. Peut-être que ces micro-organismes-là, quand on part de prélèvements de tumeurs, etc., bah, peut-être qu'on ne les voit plus. Voilà, donc le mécanisme de hit and run en cancérologie sur les micro-organismes, c'est bien connu. Et du coup, peut-être que... Voilà. Donc, quand on nous disait vos bactéries, on les retrouve que chez 50% des patients, peut-être qu'aux étapes précoces. Bon, ça, bon, pour l'instant, c'est encore compliqué à dire. Et juste quand même, parce que pour la petite anecdote, quand on a envoyé le premier article scientifique, donc on voulait pas travailler sur des prélèvements de fesses, mais on voulait travailler sur des prélèvements de tissus pour être sûr que les bactéries étaient en association avec les cellules, pour déjà avoir un peu une idée de mécanistique. Et à chaque fois, on nous disait, mais donc c'était des prélèvements de patients opérés. Donc on nous disait, mais ils sont où les patients en contrôle? On dit, c'est que des patients en contrôle, on ne les opère pas. Par définition, ce sont des gens qui ne sont pas malades, donc on ne les opère pas. Donc voilà, donc ça a été compliqué au début aussi pour ça, parce qu'on nous demandait vos témoins. Mais donc voilà. Donc en fait, ce qu'on a choisi comme témoins au départ, il nous fallait quand même des prélèvements comparables, donc il fallait des patients opérés. Voilà, donc on avait choisi des prélèvements non néoplasiques de personnes qui étaient opérées pour des diverticulites et des diverticuloses. Voilà. Donc voilà, aussi pour dire que maintenant, ça paraît évident, etc. Mais la première fois que l'article est venu et qu'on nous a demandé d'avoir des muqueuses saines et d'opérer des patients, mais qui ne sont pas des patients, on avait trouvé ça étrange. Et à la fois, le scientifique, forcément, il se pose toujours la question d'où sont les témoins. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour vous raconter le début. Merci. En plus, ça fait tout à fait lien avec un débat qu'il faut qu'on mène aussi pour illustrer à la fois la complexité et puis les perspectives d'innovation qui sont portées par cette étude du microbiote en carcinogénèse. C'est le problème des prélèvements et des données sur lesquelles on travaille. Tu parlais d'une hétérogénéité forte où on n'a pas des signatures qui sont claires. C'est pas comme Helicobacter pylori dans le cancer de l'estomac où le driver est tellement fort qu'on le retrouve chez tout le monde et quand on l'enlève, on a moins de cancer. Là, c'est compliqué. C'est des écosystèmes dynamiques et les outils technologiques qu'on a pour les étudier sont porteurs d'un certain nombre de biais. Donc, vous savez sans doute tous que la science du microbiote, elle a à peu près 25 ans, et elle s'est développée dans les suites de l'avènement de technologies de séquençage haut débit, et notamment de notre capacité à voir des micro-organismes qui n'étaient pas cultivables en laboratoire, avec des techniques notamment de séquençage de certaines parties du génome bactérien qu'on pouvait voir dans les selles et à partir desquelles on pouvait identifier l'espèce et le genre qui était présent, même si on ne pouvait pas le cultiver. Et donc ces techniques d'échantillonnage, elles posent plein de questions. Déjà, les selles, ce n'est pas comme un prélèvement de sang. Il faut avoir des kits, il y a toute une stabilisation des échantillons et des données préanalytiques qui sont importantes. Et là, je me tourne vers Thomas. L'échantillonnage, la mesure des échantillons, pour pouvoir permettre ces analyses génomiques, et il y a d'autres aussi techniques de multiomique qu'on peut y appliquer,
Aujourd'hui, c'est un vrai débat, c'est un vrai enjeu technologique. Est-ce que tu peux nous parler, vous, un petit peu de ta société? Qu'est-ce qu'elle propose et comment vous êtes venu à l'idée d'avoir des stratégies innovantes pour cet échantillonnage? Merci. Oui, c'est vrai que les nouvelles technologies ont permis aux chercheurs d'aller poser différentes questions. Le séquençage a fait beaucoup. On peut, c'est vrai que sur le microbiote, on peut se poser plein de questions différentes. On a différentes techniques pour aller y répondre, que ça soit de la microscopie, par exemple, hein, mais après, pour savoir qui est là, en plus des techniques de culture et des techniques maintenant d'identification au débit avec des Malditov, si on a des bases de données intéressantes. On a les techniques génétiques et métagénétiques. Donc là, on peut aller chercher, identifier donc des échantillons complexes, plein de micro-organismes. Donc souvent, aujourd'hui, c'est vrai que l'effort principal a été fait sur le bactériome. Mais après, il y a encore d'autres technologies qui permettent, en plus de savoir qui est là, quel est leur potentiel fonctionnel, avec vraiment l'étude plus complète des gènes présents dans les espèces bactériennes, puis la transcriptomique, puis la métabolomique qui est encore plus récente, où là on peut aller étudier les petites molécules qui peuvent être présentes dans un échantillon, donc qui peuvent provenir de l'hôte ou encore des bactéries elles-mêmes. Et c'est vrai qu'un gros sujet avec toutes ces techniques, c'est comment standardiser pour qu'on puisse comparer des résultats qui sont faits ici à Grenoble, à Clermont. Et ça passe déjà par l'échantillonnage. Aujourd'hui, c'est la matière fécale qui est principalement utilisée parce que c'est facile, c'est simple à chercher, c'est pas invasif. Mais du coup, il y a des problèmes qui sont liés à la conservation de la matière fécale parce qu'il faut la traiter d'une certaine façon, parce qu'il peut y avoir des dérives vu qu'on travaille sur du vivant. Donc il y a eu des protocoles qui ont été mis en place et développés, des initiatives qui ont été faites par des chercheurs internationaux. Et maintenant, on a des solutions de stabilisation pour aller préserver l'échantillon jusqu'au laboratoire. Donc ça, c'est plutôt bien répondu maintenant. Et il y a encore d'autres biais qui sont possibles. Hein. Le biais, je sais pas, c'est pas du tout ma spécialité, mais les biais bioinformatiques, il y en a pas mal aussi. Je pense que tout le monde sait qu'un échantillon, un même échantillon, si on le fait analyser par différentes sociétés de services, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Donc là, il y a encore des efforts à faire. Et sur l'échantillon, c'est vrai que la matière fécale, c'est la plus utilisée. C'est ce qui a permis aujourd'hui de faire tout plein de belles découvertes, en plus de ce qui peut être fait sur des modèles animaux. Mais on veut toujours aller, est-ce que le modèle animal, est-ce qu'on peut bien le traduire chez l'homme? Ça, c'est pas toujours le cas. Donc, d'avoir accès à des échantillons, c'est hyper intéressant. Et justement, pour avoir accès à des échantillons in situ, hors de cas de patients, c'est compliqué. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est une technologie non invasive qui permet d'aller chercher des échantillons in situ, donc au sein de l'intestin, de façon simple, non invasive, grâce à un dispositif qui est une gélule pharmaceutique qui fait la taille d'un comprimé de paracétamol de 1 gramme qu'on ingère, qui va dans l'intestin libérer des modules de prélèvement qui vont aller récolter le liquide intestinal et donc tout ce qui est dans ce liquide intestinal, donc le microbiote, le microbiome même, donc tous les métabolites qui sont présents dans ce liquide. Une fois que le liquide est rentré, le dispositif se ferme, sans électronique, il passe dans les voies naturelles, on le récupère et derrière on peut faire différentes analyses. On l'a déjà fait sur 15 volontaires sains à Grenoble dans notre premier essai clinique et on a pu derrière regarder avec différentes techniques d'analyse, là encore, les profils entre les échantillons, la matière fécale et de nos dispositifs. On a vu vraiment des différences marquées sur les populations bactériennes parce que le tube digestif, donc, qui est très long, c'est un environnement qui est changeant entre le pH
qui est plutôt acide à l'estomac et qui change rapidement dans le duodénum. Et aussi la vitesse de transit du bol alimentaire, en tout cas du chyme. Là aussi, le mucus, l'oxygène, plein de choses qui font que l'environnement au sein du tractus digestif est différent. Donc c'est intéressant de s'y intéresser. On a pu voir ces différences au niveau des compositions de micro-organismes, mais également au niveau des métabolites, notamment les sels biliaires, donc qui sont sécrétés par la vésicule biliaire après être passés sécrétés par le foie, qui sont très importants donc pour la digestion notamment des graisses. Et on a vu qu'on pouvait, avec notre dispositif, voir des sels biliaires qu'on ne voyait pas du tout dans la matière fécale, parce que ces sels biliaires sont aussi en interaction avec le microbiote et sont transformés par le microbiote. Et aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a ces sels biliaires sont liés aussi en oncologie, avec certains sels biliaires qui peuvent être trop présents et déclencher derrière des réactions de mutagénèse qui font que derrière on peut développer des tumeurs. Donc nous on apporte cette nouvelle technologie qui va permettre d'aller faire un prélèvement in situ pour aller chercher des nouveaux biomarqueurs, aller permettre une nouvelle compréhension on nous fait signe, et une nouvelle compréhension pour aider les chercheurs à mieux comprendre les interactions hôtes microbiote. Merci pour ce rappel que nous sommes à mi-parcours de cette table ronde. Déjà, première chose, là on était sur des mécanismes physiopathologiques, sur des technologies et des éléments qui sont nécessaires à l'analyse du microbiote. Est-ce que dans la salle vous aviez des questions précises sur ces deux chapitres-là, avant qu'on passe au chapitre un peu plus appliqué? La salle c'est clair. Très bien. Bon, si ça vous vient, n'hésitez pas. L'idée vraiment, c'est que si vous avez une question brûlante, vous nous interrompiez et puis on en discute pour que ça soit le plus interactif possible. Je pense que c'est un élément clé dans les autres messages qu'on peut apprendre chez nous. C'est cette idée que c'est un écosystème complexe et que du coup, les outils dont on a besoin pour les explorer sont complexes. Alors, c'est pas parce que c'est complexe qu'on n'arrive pas à dire des choses qui peuvent être simplement compréhensibles et qui peuvent donner des hypothèses thérapeutiques et des outils thérapeutiques. On va le voir dans cette deuxième partie de table ronde. Mais je pense qu'on peut résumer un peu aussi l'idée que les interactions hôte-microbiote, il y a des grandes autoroutes de communication entre l'hôte et le microbiote. Tu parlais des acides biliaires, ça fait partie des acteurs métaboliques où on sait que le microbiote agit directement dessus et ces acides biliaires vont avoir un impact dans la carcinogénèse potentiellement et aussi dans la régulation de la physiologie intestinale. Dans la deuxième voie de communication qui est importante, c'est la production d'acides gras à chaîne courte. Vous savez, les short chain fatty acids, parmi lesquels notamment il y a le butyrate. Donc ça, c'est des produits du métabolisme de la fermentation des fibres par le microbiote. Et on va voir que les fibres, c'est important, y compris avec des messages simples pour nous en pathologie humaine. Donc ces acides gras à chaîne courte, suivant notre capacité, la capacité de notre microbiote à les produire, on va être plus ou moins associé à des états pathologiques ou de bonne physiologie intestinale. La troisième voie de communication, qui est plus récemment décrite, c'est le métabolisme du tryptophane, un acide aminé qui va ensuite être transformé par notre microbiote avec des voies qui vont être plus ou moins pro-inflammatoires, etc. Et enfin, la quatrième grande voie des communications, c'est la communication via le système immunitaire. Et là, je vais me tourner vers Dalil pour nous présenter un petit peu, nous rappeler un peu comment le microbiote communique avec le système immunitaire et en quoi concrètement, nous, chercheurs en cancérologie ou cancérologues, ça nous intéresse, ça nous concerne. Et est-ce que tout ça, c'est de la littérature très intéressante à lire le dimanche soir, mais finalement, quand on passe en clinique le lundi ou au labo le mardi, bon, ça reste très loin. Merci Nicolas, merci au Clara pour l'invitation.
Alors, comme ça a déjà été un petit peu évoqué par Mathilde, il y a une communication bidirectionnelle entre le microbiote et notre système immunitaire. Le microbiote, dès le début, va induire en fait la maturation de notre immunité dès la naissance. Ça va nous permettre effectivement d'acquérir une immunité forte tout au long de la vie. Donc déjà, voilà. Bidirectionnel parce qu'à l'inverse, une dérégulation de l'immunité peut induire en fait des réponses à l'encontre du microbiote qui peut du coup changer la composition de celui-ci en diminuant la présence de certaines bactéries, favoriser d'autres, etc. Lorsqu'on a un déséquilibre du microbiote, donc une dysbiose, évidemment, donc c'est le siège d'un certain nombre de pathologies, notamment de la carcinogénèse colorectale, mais pas seulement, puisque ça peut déréguler l'immunité. Et en affaiblissant notre système immunitaire, ça peut contribuer au développement de tumeurs distales, donc à distance du tube digestif. Donc ça paraît peut-être non concret, mais dans la clinique de tous les jours, un patient qui va être traité par immunothérapie va voir en fait son microbiote extrêmement important dans comment dirais-je, sa capacité à répondre au traitement. Au départ, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré des corrélations simplement avec une association entre la présence de certaines bactéries et la capacité de répondre au traitement par immunothérapie chez certains patients atteints de cancer, notamment dans le mélanome, mais aussi dans le cancer du poumon, non à petites cellules par exemple, et pas seulement. Chacune de ces études est repassée chez la souris pour essayer de montrer en fait l'effet immunostimulant de telle ou telle bactérie qui est associée à une bonne réponse à l'immunothérapie. Donc, à la lecture de chacune de ces études, on se dit chouette, on a trouvé la bactérie magique qu'il suffit d'administrer au patient pour restaurer sa capacité à répondre à l'immunothérapie via la stimulation de son système immunitaire. Dans les faits, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que cela. Comme ça a été souligné auparavant, on est dans un écosystème complexe où une bactérie parfois ne peut pas être seule pour induire un effet négatif procarcinogène, mais également pour induire un effet positif immunostimulant permettant une bonne réponse à l'immunothérapie. C'est pourquoi il y a plusieurs directions dans lesquelles on avance. La première, c'est déjà d'essayer de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires qui sont impliqués dans cette stimulation de l'immunité. Donc ça passe évidemment par une reconnaissance directe de ces micro-organismes par certains récepteurs portés par notre immunité, mais ça n'explique pas tout. Et ça passe également parce que ces bactéries, parce qu'on parle beaucoup de bactéries là, mais il y a probablement avec les autres micro-organismes, attention, ça passe aussi donc parce qu'elles vont produire, et notamment des métabolites. C'est les petites molécules issues du métabolisme des bactéries. Et donc ceci relie directement finalement notre nutrition, donc ce qu'on amène en fait comme nutriments à nos bactéries, et les produits de leur propre digestion entre guillemets qui vont être les métabolites. On a parlé des acides gras à chaîne courte qui sont importants, des voies du tryptophane également, mais très probablement il y a beaucoup d'autres métabolites qui vont être impliqués dans ce dialogue avec des propriétés immunostimulantes ou au contraire suppressive, c'est trop fort, donc modulatrice dans l'autre sens, on va dire. Voilà. Anti-inflammatoire, on pourrait dire de façon plus juste. Et typiquement, donc, dans les recherches que l'on mène au sein du laboratoire TIMC, donc on est très axé biomarqueurs de réponse aux immunothérapies. Et donc au niveau comme je le disais, d'un certain nombre d'études qui sont parues, où on a une certaine hétérogénéité dans finalement les conclusions, parce qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes bactéries associées à la bonne réponse, bien qu'on commence à se mettre d'accord sur un consortium de bactéries qui semble quand même plutôt bénéfique. Nous, on est parti sur aussi l'hypothèse donc de la fonction du microbiote plutôt que seulement de sa composition. Et donc, on est à la recherche en fait de signatures métaboliques prédictives de la réponse à l'immunothérapie dans le cancer du poumon. Les premières analyses en fait donc nous montrent qu'on a des métabolites qui semblent vraiment distinguer les patients répondeurs des non-répondeurs au traitement. Donc c'est hyper encourageant dans la validation de l'hypothèse d'un point de vue clinique.
Après, pour aller plus loin, toujours dans la recherche de biomarqueurs, on va avoir besoin effectivement... le microbiote fécal est une chose, mais il n'est pas totalement le reflet de ce qui se passe. Comme Mathilde l'a dit, idéalement, il faudrait qu'on ait accès aux bactéries qui sont très proches de la paroi, mais ce n'est pas forcément possible. Encore moins dans le cadre d'un mélanome, on ne va pas du tout prélever le tissu intestinal. C'est pourquoi la solution aussi proposée par Thomas et sa société Pelicanels peut être extrêmement intéressante, afin d'explorer des microbiotes totalement inconnus à ce jour, qui sont donc au niveau du petit intestin et qui pourraient aussi représenter des marqueurs prédictifs précieux de réponse aux immunothérapies et aux chimiothérapies. Et c'est en ce sens qu'on essaie justement de monter un projet avec le professeur Julie Charles qui est dans l'assistance là et Thomas pour essayer d'étudier ces populations dans le cadre de la réponse aux immunothérapies dans le mélanome. Et je vais dire encore 2 petits mots qui vont faire une jolie transition pour mes collègues à ma gauche. Preuve quand même que donc le microbiote est extrêmement important dans la réponse à l'immunothérapie. Là, ça va être pour Mad Pharma et Émilie. Donc en fait, au-delà d'apporter une seule bactérie, on se rend compte aujourd'hui par des études pionnières que la transplantation de microbiote fécal, donc cette fois-ci en transplantant l'écosystème complet, d'un patient qui a répondu à l'immunothérapie dans un patient qui était réfractaire d'emblée, donc qui n'a pas répondu à l'immunothérapie, je cite une étude dans le mélanome, on se rend compte qu'en retraitant les patients qui étaient réfractaires d'emblée, au moins la moitié d'entre eux se sont mis à répondre. Donc rien que cela prouve très clairement que le microbiote a un rôle majeur dans cette capacité à répondre. Et chez ces patients, on a retrouvé une modification profonde du métabolisme qui va encore aussi dans le sens en fait, de l'importance de la fonction du microbiote dans la capacité de l'hôte à répondre et donc à avoir une bonne immunité. Et enfin, d'un point de vue préclinique, mais pas seulement, donc toujours au laboratoire, on mène des études sur une tentative justement d'optimiser le microbiote pour optimiser l'immunité anticancéreuse de l'hôte, donc cette fois-ci chez la souris. Et on a montré en fait qu'en apportant des fibres alimentaires, donc simplement en supplémentant le régime alimentaire des souris par des fibres, en l'occurrence de l'inuline qu'on trouve voilà, dans les asperges, l'ail, plein de choses, eh bien, ces souris sont capables de contrôler la pousse tumorale lorsqu'on leur implante une tumeur. Celle-ci pousse bien moins vite. Et on a montré que c'était relié à une stimulation de l'immunité, que c'était causé en fait, par des cellules immunitaires qui étaient stimulées simplement par cet apport en fibres. Et ceci passe bien sûr par le fait qu'on ait modifié le microbiote et sa fonction. Et donc ça souligne aussi l'importance de la nutrition, je pense à la fois dans la prévention mais aussi dans le traitement avec les réponses anticancéreuses. Et c'est étayé par une autre étude dans le mélanome encore, qui montre en fait qu'ils ont simplement demandé aux patients traités par immunothérapie leur mode nutritionnel. Et donc ils ont classé les patients comme ayant un régime suffisant en fibres ou insuffisant en fibres. Et on voit très clairement que les patients qui avaient un régime haut en fibres avaient de façon significative un meilleur taux de réponse au traitement par immunothérapie. Donc ça connecte vraiment l'importance de la nutrition qui va aider à développer les bonnes bactéries dont on ne sait pas encore exactement lesquelles on a besoin, mais on voit que quand on transfère le système complet qui fonctionne chez quelqu'un, ça aide à faire fonctionner chez quelqu'un d'autre. Et donc, par la nutrition toujours, la fonctionnalisation du microbiote avec la production de ces métabolites qui vont aider vraiment à stimuler l'immunité de l'hôte et derrière à maximiser ses chances de réponse au traitement. Voilà. C'est à la fois très complexe, mais en même temps très pratique, puisqu'on a des outils maintenant de soins qui sont développés, qui sont au stade d'essai clinique, qui sont issus de ces recherches-là. Et donc je me tourne, comme tu l'introduisais, auprès d'Émilie Plantamura, qui est donc directrice médicale adjointe de Mad Pharma, pour nous parler aujourd'hui de donc, cette science du microbiote, qui on voit jouer un rôle dans tous les stades de la maladie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'en servir pour développer des outils de soins et quel type d'outils, dans quelles applications, et aujourd'hui où est-ce qu'on en est concrètement dans l'application de cette science et de cette nouvelle médecine? Merci. Merci Nicolas et merci pour l'invitation.
Donc chez MaaT Pharma, nous on développe en fait des produits de microbiothérapie fécale à base de sels de donneurs sains. Et donc on a plusieurs axes de développement. Le premier étant dans l'oncohématologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en oncohématologie, c'est des patients qui reçoivent des chimiothérapies, qui reçoivent des antibiotiques, et donc leur microbiote est altéré. En fait, c'est ce qu'on appelle une dysbiose diatrogénique. On ne sait pas vraiment si c'est leur cancer qui a induit cette dysbiose, mais en tout cas, on sait que les traitements qu'ils reçoivent altèrent de façon dramatique leur microbiote intestinal. Et donc, c'est pour ça qu'on développe des produits très enrichis, des produits poolés. Donc, on poule le microbiote de plusieurs donneurs pour pouvoir justement enrichir en bactéries différentes, en espèces différentes, les produits pour maximiser en fait les chances que les bactéries qui conviennent à un patient X puissent pouvoir coloniser le patient et restaurer cet écosystème complexe avec l'interaction avec l'hôte et produire les métabolites dont il a besoin. Donc on a notre produit le plus avancé, c'est MaaT13, qui est sous forme d'administration rectale. Donc c'est vraiment une poche de 150 ml qu'on va administrer via le rectum du patient sous forme de lavement. Et on va cibler des maladies aiguës, donc la maladie du greffon contre l'autre qui a besoin vraiment d'être traitée de façon rapide, puisque c'est des patients qui meurent très très vite. Et donc on a des premiers éléments assez robustes qui montrent qu'on est capable de guérir et de résoudre totalement les symptômes de la maladie du greffon contre l'autre gastro-intestinale, et même d'avoir des effets à distance de l'intestin, c'est-à-dire sur la peau et sur le foie. On a aussi une autre approche, c'est-à-dire on a le même produit qu'on va lyophiliser, qu'on va mettre sous forme de gélule, parce qu'une administration rectale, c'est pas quelque chose qui est quand même très simple, et donc vraiment on le réserve à des situations d'urgence et de besoins médicaux importants. Et donc la gélule, on l'a développée justement pour l'aspect prévention. Parce qu'on sait que les patients qui vont à l'allogreffe, ils vont recevoir de la chimio, ils vont recevoir des traitements qui vont vraiment détruire le système immunitaire, mais également leur microbiote. Et des études ont montré que, en fait qu'il y avait vraiment une corrélation entre l'altération du microbiote et la survie à long terme des patients allogreffés. Et donc on a un autre essai clinique qui est actuellement en cours, justement, où on donne la gélule avant l'allogreffe et après l'allogreffe pour permettre justement de restaurer ce microbiote intestinal et donner de meilleures chances aux patients de survivre, avec notamment de la prévention de la maladie du greffon contre l'eau, de la prévention des infections, de la restauration de la barrière et puis l'amélioration aussi de tout ce qui est absorption, nutrition, etc. Puisque quand on a un microbiote en bonne santé, généralement, on absorbe mieux les micronutriments de l'alimentation. Donc ça, c'était, j'allais dire, l'axe plutôt oncohématologie. Ensuite, on a aussi l'axe des immunothérapies dont apparaît Dalil. C'est effectivement, on a un essai clinique en mélanome métastatique en collaboration avec la PHP. Et l'idée ici, c'est vraiment d'associer la microbiothérapie fécale, de restaurer un microbiote, un écosystème complet pour justement booster le système immunitaire et permettre que l'immunothérapie marche chez ces patients. Et donc, on a un essai clinique en cours et on attend avec impatience les résultats, puisque, comme l'a démontré Dalil, il y a vraiment des résultats très prometteurs, notamment dans le transfert de microbiote répondeur, d'un patient répondeur vers un patient non répondeur. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait changer la vie des patients. Donc, ça, c'est le deuxième axe en immuno-oncologie. On a aussi un troisième axe en maladie neurodégénérative. On a une première étude pilote dans la maladie de Charcot, puisqu'on a ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et donc là, on en est vraiment à un stade très, très précoce. On est en phase 1. Et l'idée, c'est vraiment en restaurant le microbiote intestinal, est-ce qu'on peut avoir un impact et ralentir la maladie de Charcot, qui est une maladie qui est vraiment terrible pour ces patients, avec des conséquences sur le patient lui-même, mais également sur la famille, puisque c'est vraiment une maladie dramatique. Et donc là, on en est vraiment aux premières étapes du développement et on espère pouvoir développer cette approche-là dans ce type de maladie. Et enfin, donc là, c'était vraiment les produits qu'on dérive à partir de donneurs sains. Et on fait vraiment très attention à la sélection des donneurs, puisque le microbiote peut jouer un rôle bénéfique, mais à contrario, si on sélectionne mal les selles des donneurs, on peut
potentiellement transmettre des pathogènes, des infections, etc. Donc, une des limitations en fait des produits dérivés des donneurs, c'est que il faut avoir à disposition des donneurs sains, il faut pouvoir les caractériser. Et puis, je vous donne l'exemple de la pandémie de Covid. C'est vrai que quand on a un nouveau pathogène qui émerge, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, nous, on a mis en place des tests, etc. Mais on se dit qu'il y a toujours un risque qu'un jour un pathogène émerge et que on transmette à nos patients quelque chose d'inconnu. Donc, en parallèle de ça, on est en train de développer des produits, ce qu'on appelle cultivés. C'est-à-dire qu'on part vraiment d'un petit échantillon de sel qu'on aura vraiment bien caractérisé et qu'on pourra sélectionner effectivement en fonction de signatures de patients. Donc, d'où l'intérêt de travailler avec des académiques et des équipes de recherche qui vont justement caractériser les microbiotes spécifiques, des signatures spécifiques de patients, pour après justement nous choisir le microbiote qui sera corrélé, enfin qui sera attendu, associé à de la réponse, en tout cas dans notre plateforme bioinformatique, et justement après de les mettre dans des fermenteurs pour justement étendre cette biomasse et pouvoir produire de façon industrielle un microbiote qui soit caractérisé, qu'on aura vraiment défini et qu'on pourra reproduire, j'allais dire, de façon quasi infinie en fait, et de façon j'allais dire peut-être plus sécurisé, parce que là, on évite le biais d'introduire des nouveaux pathogènes qu'on n'aurait pas détectés. Donc voilà, c'est à peu près les axes qu'on développe chez MaaT Pharma. Et puis, je vais faire le lien avec ma collègue à côté, puisque en GVHD notamment, on voit que nos patients, donc ils ont des litres de diarrhée par jour, donc souvent ces patients-là n'ont pas sont mis sous alimentation parentérale. Et donc, vraiment, on leur donne quasiment plus rien pour justement éviter qu'ils aient des diarrhées. Et on a eu des discussions, de nombreuses discussions avec les médecins, et on voit que suite à une transplantation de microbiote fécal, si vous ne nourrissez pas le microbiote que vous avez transplanté, finalement, vous risquez de perdre les effets. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur cet aspect nutritionnel, sur l'aspect, justement, enrichissement en fibres dans la nutrition. Et par des conseils finalement très simples, hygiéno-diététique, c'est très simple, je pense qu'on pourrait aider vraiment nos patients à continuer les bénéfices que nous, on pourrait fournir, en tout cas, avec le microbiote. Merci beaucoup pour cette transition. Je pense que je peux partir de la salle maintenant. Mais, donc, ça nous permet effectivement de voir qu'on a des outils concrets au stade de développement clinique, qu'on est aujourd'hui avec des niveaux de preuve qui sont pratico-pratiques avec des données médicales. Pour vous donner un peu les ordres de grandeur, alors la transplantation de microbiote fécal, c'est quelque chose qu'on utilise dans le soin courant. On l'utilise dans le cadre d'infections multirécidivantes à une bactérie qui s'appelle le Clostridioides difficile. Dans cette indication-là, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans qu'on l'utilise, c'est 80 à 90% d'efficacité pour prévenir les multiples récidives à cette bactérie. Dans le cadre de l'oncohématologie, sur les données qui sont disponibles, donc ce sont des essais de faible effectif qui sont pas contrôlés, mais on trouve de manière assez reproductible entre les différents travaux publiés. Aujourd'hui, on en a 4 notamment qui ont été communiqués. On est à peu près à 30 à 40% de récupération de réponse à l'immunothérapie chez des patients qui n'y répondaient pas, soit de manière primaire, soit en perte de réponse secondaire. Donc c'est significatif parce que, comme vous savez, la réponse à l'immunothérapie, elle a la caractéristique d'être durable dans le temps. Donc voilà un petit peu les ordres de grandeur. C'est une solution très innovante, mais effectivement, dans l'idée d'avoir une thérapie le plus contrôlée possible, le développement de consortium, je pense qu'à 10 ans, ça sera l'avenir. Et avoir cette capacité d'innovation en Rhône-Alpes, notamment avec MaaT, je pense que c'est une chance pour notre écosystème régional. Et en même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire, à travailler. Et je pense que le partenariat académique privé, c'est une bonne manière d'accélérer l'innovation sur ces sujets-là. Et j'en viens à le troisième grand volet thérapeutique qu'on peut envisager quand on pense au microbiote. On pense aux cofacteurs qui vont aider à avoir un microbiote en bonne santé. Et ça joue un rôle dans la réponse à l'immunothérapie, mais même dans la réponse et la tolérance à la chimiothérapie en général. Et je me tourne vers Romane Béraud, qui est diététicienne. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des données et quels sont les conseils qu'on peut donner à nos patients ou aux cliniciens qui prennent en charge ces patients sur comment, en mangeant, on peut prendre soin de notre microbiote dans le contexte du cancer ?
Merci. Donc d'abord merci au Clara pour avoir convié la Ligue contre le cancer sur ces 2 jours d'événements. Il me semble important de rappeler que parmi les 4 principaux facteurs de risque de cancer évitables, l'alimentation déséquilibrée et le surpoids font partie de ces 4 principaux facteurs de risque. On peut en prévention prévenir l'apparition de cancer. La nutrition est fortement liée et on peut également accompagner les patients en traitement ou en post-traitement pour améliorer aussi la qualité de vie et réduire aussi les effets secondaires des traitements qui sont pour certains patients quand même assez lourds avec des conséquences non négligeables et qu'il faut essayer de limiter et de prévenir au maximum. Alors, vous avez beaucoup parlé d'enrichir notre alimentation en fibres. Alors, au-delà d'enrichir, on pourrait dire en premier temps de se rapprocher des recommandations nutritionnelles parce qu'on en est très loin puisqu'on estime pour une population saine, une population qui n'est pas malade, en moyenne 20 à 25 grammes de fibres par jour. Aujourd'hui, on est plutôt à 10-12 grammes. Donc, on se rend compte qu'on est très loin de ce qui est recommandé. Le microbiote intestinal, il faut en prendre soin. Alors, il existe des techniques, des probiotiques, des compléments alimentaires qui vont être des alternatives, des compléments. Mais dans un premier temps, il semble important le premier enjeu, ça va être de nourrir notre microbiote, de le nourrir correctement. Et donc, ça passe notamment par les fibres qu'on va retrouver principalement dans les fruits et légumes. Donc c'est la principale source de fibres au quotidien, d'où les recommandations que je pense tout le monde connaît dans la salle, mais qui sont de 5 fruits et légumes par jour. Si on communique autant, c'est que ça a son importance. Et puis d'essayer de tendre de plus en plus vers une alimentation moins raffinée. Aujourd'hui, notre alimentation quotidienne est trop tournée encore vers des céréales raffinées et il faut essayer au contraire de tendre vers un peu plus d'éléments complets, semi-complets, pour enrichir de manière naturelle, dans un premier temps, notre alimentation en fibres. Après, on conseille aussi, alors en prévention ou auprès des patients, de consommer davantage de légumes secs, de légumineuses, qui vont aussi être une source non négligeable de fibres et qu'il faudrait essayer d'introduire régulièrement. Après, ça c'est des conseils, on va dire, généraux, classiques, qu'on essaye ensuite d'adapter, bien sûr, à chaque personne en fonction de où est-ce que j'en suis de mon traitement, comment je me sens. Si j'ai des diarrhées ou à l'inverse, une constipation, du coup, on va essayer de personnaliser les conseils qu'on donne. Donc, à la Ligue contre le cancer, on a cette mission aussi de pouvoir accompagner les patients pendant les traitements et également après. Okay. Ouais, donc finalement, aujourd'hui, les données dont on dispose, après 25 ans de recherche sur le microbiote, c'est en termes nutritionnels, manger diversifié, 5 fruits et légumes par jour. Déjà, si on arrive à tenir ça, en prévention et potentiellement aussi durant la maladie, on est déjà pas mal. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de données pour dire il y a des régimes vraiment bons, des régimes pas bons, ce qu'il faut faire, etc. Donc je pense qu'il faut être assez prudent et dans les recommandations aux patients sur des choses trop spécifiques et avec le risque notamment de régimes d'exclusion qui sont très médiatisés sur les régimes, que ce soit sans gluten ou tout à fait, hormis une contre-indication, on va dire médicale. Aujourd'hui, dans l'alimentation et même pendant un traitement, il faut éviter justement les régimes d'exclusion, il faut éviter les jeûnes aussi thérapeutiques. C'est pas le moment, on va dire, de mettre en place des choses, de modifier son alimentation, mais plutôt de veiller à maintenir un bon état nutritionnel, à continuer à entretenir son microbiote. Je prends souvent l'exemple de les fibres, les fruits et légumes, les prébiotiques aussi qu'on retrouve dans le lait fermenté, par exemple, dans d'autres produits, type choucroute, même si par rapport à la viande rouge, c'est pas non plus l'idéal à 100%, mais ça va entretenir. Je prends souvent ce terme-là de terreau.
c'est un terreau, finalement, les fibres sont un peu le terreau de notre microbiote intestinal et qui vont venir un peu stimuler la production de bactéries, de bonnes bactéries qui vont avoir un impact sur, vous avez parlé d'inflammation, donc qui vont réduire aussi l'inflammation chronique, qui vont avoir un impact sur la barrière intestinale aussi, qui vont la stimuler et la renforcer, et donc ça réduit aussi fortement le risque de cancer du côlon. Voilà, on sait que les fibres sont un facteur protecteur du cancer colorectal et qu'on peut que les introduire au mieux dans notre alimentation, tout en veillant, bien sûr, en fonction, voilà, toujours de personnellement ou à chaque individu, voilà, au niveau de sa digestion aussi. Par rapport aux éléments probiotiques, aujourd'hui, on n'a pas forcément encore aussi d'éléments très précis. Donc aujourd'hui, on ne peut pas recommander d'utiliser des probiotiques comme complément alimentaire. Il faut savoir qu'un probiotique, ça n'a d'action que quand on le prend, c'est-à-dire qu'il y a très rarement une implantation. Donc se dire c'est le printemps, je fais ma cure de probiotiques annuelle pour me remettre un petit peu en santé, ça n'a pas de sens médicalement, parce que vous prenez votre probiotique, ça a peut-être un effet local. La plupart des probiotiques, ils ont quand même été développés plutôt dans des approches agroalimentaires, voire sur des études chez la souris. Donc l'écosystème humain n'est pas forcément adapté à leur enracinement. Donc voilà, cette idée d'une alimentation diversifiée, riche en fibres, c'est déjà des choses qu'on sait d'une recommandation de santé publique, mais qui s'appliquent tout à fait à la science du microbiote et qui permettent effectivement d'entretenir une diversité microbiologique potentiellement aidante dans tous les stades de la maladie. Il me reste à conclure peut-être. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour leur éclairage et leurs expertises. Merci à vous pour votre attention en cette fin de matinée. C'est toujours délicat avant la pause. J'espère qu'on vous a convaincu que le microbiote, c'était un cofacteur de la pathologie, que c'était une cible de recherche pertinente dans les différents modèles sur lesquels on peut travailler. Se poser la question de l'écosystème en général et en introduisant l'élément du microbiote, c'est important. C'est une solution potentiellement comme marqueur diagnostique, comme marqueur pronostic et comme outil de soin avec des applications qui sont pas lunaires, qui sont aujourd'hui dans des services, que ce soit la transplantation de microbiote fécal ou les produits innovants de maths ou d'autres startups du domaine. Donc voilà, je pense que c'est un secteur d'avenir et régulièrement vous en entendrez parler sur les innovations et notamment en Rhône-Alpes où on a une activité très riche sur le plan académique, sur le plan industriel. Voilà, je vous remercie. Je remercie encore tous les intervenants et puis le Clara pour cette invitation. Peut-être il reste encore 30 secondes pour des questions si jamais vous voulez. Ou pas. Et s'il y a une question brûlante. Une ou deux. J'en ai deux, on peut en prendre deux. Merci pour cet éclairage. Comme vous l'avez bien montré, le microbiote, c'est un écosystème qui repose sur une multitude de familles de bactéries différentes. Et comme tout écosystème, je pense qu'il y a un phénomène de compétition en permanence, dynamique. C'est-à-dire il peut y avoir une prépondérance subite d'une famille. Et dans le cas du cancer, est-ce que vous pensez qu'il y a une relation directionnelle dans le sens cellules cancéreuses, bactéries, à travers la sécrétion que peut faire la cellule cancéreuse de molécules solubles ou compactées dans des vésicules qu'on appelle les exosomes, qui sont très spécifiques des cellules cancéreuses. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une signalisation dans ce sens, c'est-à-dire la cellule cancéreuse va favoriser l'émergence continue d'une famille de bactéries. Est-ce qu'il y a des études dans ce sens-là? Alors, il y a vraiment un dialogue entre l'hôte et le microbiote, ça c'est certain, et il va dans les deux sens. Les vésicules extracellulaires, les exosomes, peuvent jouer un rôle. On a quelques données au laboratoire, plus sur les Mickey que sur cancer. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, dans le domaine, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a encore du mal à faire des cinétiques, c'est-à-dire à voir qui est
l'œuf, la poule, etc. Et dans le dialogue, c'est exactement entre les différents éléments, c'est exactement ces questions-là qu'on se pose. Et on est en train de développer des outils justement pour répondre à ces questions, en partant d'organoïdes, par exemple, pour vraiment voir quel va être ce dialogue, etc. Donc voilà, mais oui, on a des données qui vont dans ce sens, et dans l'autre sens, c'est pareil, le microbiote intestinal peut aussi produire ce qu'on appelle des OMV, donc des vésicules qui peuvent aussi jouer un rôle sur l'hôte. Donc voilà, donc il faut qu'on développe des outils pour pouvoir faire des cinétiques. Et trouver les bons moments de cinétique pour étudier ces mécanismes. Et oui, c'est des choses, des questions qu'on se pose. Et puis, pour répondre à la première partie de votre question aussi, donc il y a les bactéries, mais il y a aussi une composante importante qui sont les virus, et notamment les bactériophages, qui vont eux-mêmes aller moduler les bactéries du microbiote. Donc voilà, donc il y a aussi tout un champ d'investigation au niveau du microbiote intestinal qui n'est pas encore... il y a encore plein de questions. Et il y a aussi ces études sur le microbiote intestinal font qu'il y a vraiment une révolution aussi au niveau de la microbiologie. Et qu'on redéveloppe des outils, par exemple la culture des bactéries, c'était des choses, on trouvait que c'était ancien, etc. Et puis maintenant, il y a on se repose des questions, comment cultiver en anaérobie, on travaille avec des industriels pour développer des milieux de culture, Donc en fait, il y a toute une discipline qui se réinvente par ces études sur le microbiote intestinal. Le séquençage est quelque chose qui a permis vraiment d'augmenter nos connaissances sur le microbiote, mais du coup ça a ouvert plein de nouveaux champs d'investigation. Il faut redévelopper des outils, la métabolomique, on est obligé aussi maintenant de s'intéresser aux métabolites. Voilà. Donc on ne peut pas juste s'intéresser au génome, juste aux bactéries. Voilà. Donc on a encore plein de questions. Et les exosomes, les vésicules, c'est un champ d'investigation. Il faut les purifier, il faut les avoir en quantité suffisante. Donc il y a plein de questions, mais oui, c'est des champs. On voit dans les congrès plein de conférences qui commencent à venir sur ces vésicules. Je ne sais pas si tu veux compléter. Vraiment, en 2 mots, c'est que chez la souris, quand même, simplement d'implanter une tumeur à une souris, il a été montré que ça modifiait son microbiote intestinal, la présence de la tumeur. Donc sans en connaître les mécanismes d'action, ça répond quand même partiellement à la question du fait qu'il y ait bien un dialogue bidirectionnel. J'ai une autre question, peut-être pour plus Madame Plantamura. C'était de la même manière pour les dysbioses iatrogènes dues aux chimiothérapies. Est-ce que ça existe de la même manière, par exemple, qu'on fait un prélèvement d'ovocytes avant la chimiothérapie, est-ce qu'on ne ferait pas un prélèvement de microbiote pour ensuite réensemencer les patients? Alors, est-ce que ça marche? Oui. Alors, c'est un très bon point. En fait, notre premier essai clinique qu'on a lancé il y a une dizaine d'années, c'était justement de la microbiothérapie autologue. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait inclus des patients qui avaient une leucémie aiguë myéloïde, justement avant toute chimiothérapie. Donc, ils avaient vraiment un microbiote relativement sain. Et donc, on prenait leurs selles avant la chimio et on leur réadministrait après la chimiothérapie, justement pour restaurer leur microbiote. Donc, le premier point, c'est effectivement, ça marchait très bien et on arrivait vraiment à voir qu'on avait une dysbiose iatrogénique très intense et puis qu'on arrivait à restaurer leur microbiote de base. Le problème qu'on a eu, en fait, c'est en termes de faisabilité, c'est que pour pouvoir inclure 25 patients, pour pouvoir traiter 25 patients, on a dû en inclure 62. Parce que, en fait, on s'est rendu compte que malheureusement, certains patients étaient des porteurs sains asymptomatiques de certaines bactéries multirésistantes, qu'ils avaient des bactéries qui, une fois qu'on leur réadministrerait après la chimiothérapie, c'est-à-dire à un moment donné où ils seraient très immunodéprimés, ce serait potentiellement très dangereux pour eux. Donc en termes de faisabilité, c'était plutôt dangereux. On a pu le faire, mais c'est vrai que tout le monde ne serait pas éligible. Parce que malheureusement, on peut être sain, mais potentiellement avoir certaines bactéries qui ne manifestent pas de symptômes cliniques. Pour autant,
en état d'immunodépression, ça pourrait le devenir. En fait, idéalement, il faudrait peut-être même penser à faire ça quand on est jeune, c'est-à-dire quand on est, je sais pas, 18 ans, en bonne santé, etc., stocker ces selles et les garder à long terme. Après, le microbiote évolue tout au long de la vie. Donc, est-ce que le microbiote qu'on a à 18 ans, est-ce que ce sera le microbiote dont on aura besoin à 40 ans quand on aura, je sais pas, une maladie ou un besoin? Ça, je ne peux pas y répondre. Donc, peut-être juste 2 éléments sur la transplantation fécale. Oui. Logistiquement, c'est très compliqué. Prélever des selles, screener les donneurs. Pour vous donner une idée, 20% des gens qui peuvent donner leur sang peuvent donner leurs selles. Déjà, et il faut que pendant le processus de don, qui est encadré par 2 périodes de dépistage, il ne se passe rien, qu'il ne se trappe pas la virose du petit-neveu, etc. Donc, c'est assez compliqué. On ne pourra pas produire des centaines de milliers de transplants, quand bien même on aurait des appuis industriels majeurs. Ça ne sera pas une solution pérenne. Alors, sur des maladies aiguës où il faut 1 ou 2 transplantations, la GVHD, l'infection assez difficile, c'est un modèle qui est pertinent. Mais pour aller sur des grands nombres de patients, il faut avoir un outil qui est beaucoup plus contrôlé, des consortiums bactériens, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut imaginer que c'est un changement d'écosystème. Quand vous avez une transplantation fécale, il y a une implantation variable des souches du donneur qui va dépendre de votre environnement. On ne va pas planter des palmiers au Groenland, quoi. Donc, ça va être un mix. Votre microbiote, après une transplantation fécale, va être un mix des souches qu'il y avait avant, des souches du donneur et de celles qui vont réussir à s'implanter dans le temps. Donc voilà, pour dire qu'une approche large comme ça, c'est bien pour poser des hypothèses, pour traiter des maladies dans l'urgence aiguë, mais sur des pathologies complexes et chroniques, il faut qu'on soit encore plus précis dans nos outils. Merci. Alors je pense que vous avez tous envie de continuer à discuter et je vais vous inviter à le faire autour du temps de la pause déjeuner, puisque nos intervenants sont encore là. Je vous propose qu'on les applaudisse pour les remercier de ces échanges très instructifs.